Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un jeu que je vais vous expliquer qui s'intitule Post-Human Survive Evolve. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour du 13 ans et plus, c'est pour des durées de partie d'1 heure grosso modo, jusqu'à au-delà, parce que c'est un jeu qui peut être très long par rapport au nombre de joueurs auxquels vous êtes autour de la table. C'est designé par Gordon Callegia, c'est édité chez Mighty Box, c'est un jeu qui a été fait par une campagne Kickstarter qui a marché, parce qu'encore une fois j'ai la boîte physique sous les yeux. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes boutiques, logiquement, c'est dispo il me semble un peu partout. Pour compter 70-80 euros, c'est un jeu qui coûte assez cher. Et pour le pitch un peu de Post-Human, voilà, vous êtes un survivant qui va tenter de rejoindre une forteresse. Par contre, il n'y a qu'une place dans cette forteresse pour pouvoir vivre dans ce monde post-apocalyptique. Donc vous allez devoir vous frayer un chemin à travers différentes embûches, à travers différents ennemis pour être le premier à rentrer dans la forteresse et narguer vos autres joueurs. Donc c'est de type course, action et négociation un peu. Donc c'est vraiment une bonne combinaison de tous les genres. Enfin moi j'ai aimé. Mais sans plus attendre, comment on joue à Post-Human? Comme je vous l'ai dit en préambule, Post-Human est un jeu de course. Le but du jeu sera d'arriver le premier à la forteresse, sachant qu'il n'y a qu'une place, et un seul personnage pourra rentrer dans la forteresse. Ce dernier sera celui qui va être déclaré vainqueur. Mais tout au long de ce périple, le personnage devra, bien entendu, passer à travers certaines zones à risque, il va rencontrer des ennemis, il va rencontrer des choix cornéliens à faire, sauver des personnes, tuer certaines personnes, laisser des personnes en suspens, etc., qui vont influer sur son mental et sa santé. Le jeu propose, on va dire, deux séquences de jeu. On va avoir la séquence des humains, mais si vous perdez et si vous vous transformez en mutant via des cartes mutants dès lors que vous allez prendre des blessures qui vont changer votre pathologie, par exemple ici, qui vont vous rendre plus fort en mutant, vous allez pouvoir vous tourner en mutant, et une fois que vous êtes en mode mutant, vous allez jouer contre les survivants, et là vous allez empêcher les joueurs à tout prix de rentrer dans la forteresse. Donc même quand on perd à Post-Human en tant qu'humain, on revient dans le jeu en tant que mutant, juste pour faire chier les gens, et ça, c'est quand même la classe. Mais sans plus attendre, regardons comment on joue à Post-Human avec un personnage prédestiné. Vous allez avoir le choix dans Post-Human de choisir un personnage propre avec des caractéristiques, donc on va avoir la gymnaste, on va avoir le cache fighter, le geek, etc., allant jusqu'à l'ex-flic, qui vont vous donner, plusieurs caractéristiques. La caractéristique de mental, la caractéristique de rapidité, la caractéristique de force, la caractéristique de mêlée et la caractéristique de tir. On va ensuite avoir plusieurs compétences, c'est-à-dire ici, celle-ci c'est une gymnastique, pardon. On va avoir les armes de départ, à savoir que la danseuse commence avec un couteau, un pistolet, une fusée de détresse, 4 munitions, pardon, et 2 nourritures. On va ensuite prendre le petit tableau ici, qui représente un peu les caractéristiques du personnage, à savoir le mental, la force, la rapidité, pardon, la vitesse, la mêlée, et le shooting, la capacité de tir. On va ensuite avoir en vert ses points de vie, et en orange ses points de santé mentale. Ici on va avoir une zone qui symbolise la fin F-A-I-N, hein, la fin de notre protagoniste, de notre personnage. Donc plus il va avoir faim et plus bien sûr le cube va descendre et va vous donner des malus au niveau de vos stats parce que vous allez avoir faim. Et ici on va avoir les packages, donc les items que va pouvoir porter notre personnage. Plus il va porter d'items, plus ce sac va se remplir et plus justement il ne pourra plus porter d'items, il faudra qu'il s'en défausse pour faire de la place dans son sac à dos. Donc ça c'est la première version du jeu, on peut jouer avec des personnages prédestinés. Sinon on peut retourner la carte, donc avoir juste l'illustration de son personnage et se construire son propre personnage. Pour se construire son propre personnage, vous allez avoir 10 points de compétences. Pour répartir les 10 points de vos personnages, toutes vos statistiques vont commencer à 2. Et ensuite, si vous voulez augmenter les statistiques supérieures, il va falloir payer des points de développement. C'est-à-dire que pour passer d'une caractéristique de 2 à 3, il va falloir payer 2 points de développement. Pour la passer à 4, il va falloir payer 4 points de développement. Et pour la passer à 5, il va falloir payer 5 points de développement. S'ajoute ensuite
les caractéristiques pour pouvoir acheter des armes, etc. Donc vous le voyez que vous faire un personnage très fort, finalement, ça reste très compliqué, parce que ensuite derrière, il faudra subvenir aux besoins de son personnage et l'équiper comme possible. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous montrer qu'on peut quand même customiser son personnage avec des points de développement. C'est quelque chose d'assez dur, mais vous pouvez le faire et ça marche très bien une fois que vous allez avoir des parties à votre actif avec un personnage prédestiné. Donc là, je vais faire une petite mise en place. Je vais prendre, hop, la danseuse, et on se retrouve dans un instant, une fois que j'ai mis tout ça en place. Donc une fois qu'on a placé ces caractéristiques sur, hop, la petite fiche de personnage, on a récupéré ensuite les items et les compétences de notre danseuse, on est prêt à jouer ensuite à Posthuman. Un tour de jeu à Posthuman se déroule comme suit. On a déjà la phase d'événement, donc on va piocher une carte du deck événement, la lire et puis la mettre directement dans la défausse. On va avoir plusieurs types d'événements. On va avoir des événements de saison qui vont être des pluies battantes, qui vont être un hiver très rude, qui vont être un printemps radieux, etc., qui vont vous donner des effets bonus ou alors des effets négatifs sur votre tour ou la partie entière. On va ensuite avoir la phase de nourriture, donc notre personnage devra se nourrir, sinon il se verra lié à une faim et puis ses stats seront réduits par rapport au nombre ici que figure sur notre fiche de personnage. Deux cas de figure s'offrent à vous. Si vous êtes dans une zone bleue durant votre parcours, vous n'êtes pas dans l'obligation de manger, vous ne devez pas manger, vous êtes déjà en fait restauré, vous êtes dans une zone où il y a de la nourriture, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de dépenser des tokens de nourriture. Par contre, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas justement de zone bleue, vous êtes dans l'obligation, ou non bien sûr, de manger de la nourriture. Donc quand vous mangez de la nourriture, votre tracker ici ne bouge pas. Alors si vous voulez consommer de la nourriture pour plus tard et vous voulez garder votre nourriture, vous êtes dans l'obligation, si vous ne mangez pas, de descendre, hop, le ratio de faim d'un degré vers la gauche. Sachant que le premier vers la gauche vous donne -1 de mental, vous vous disiez bah tiens c'est pas terrible, etc. On mange pas. Le deuxième cran vous donne -1 en vie et -1 en mental, et le dernier c'est -1 en vie et -2 en mental, à savoir qu'à chaque fois que vous n'allez pas manger, vous allez vous prendre tous ces malus tout le temps. Donc au bout de 3 tours, vous allez voir que généralement votre personnage va mourir et tomber KO. Et quand vous tombez KO, c'est quelque chose de très mauvais, j'y reviendrai juste ensuite. Donc une fois qu'on a passé sa phase de nourriture, donc on a souhaité de manger ou qu'on n'a pas mangé en se disant bah c'est pas grave, on n'a rien à manger ou on garde ça pour plus tard, ensuite on peut déclarer des actions. On a 4 types d'actions à Posthuman. La première c'est le campement. Le campement en fait vous permet de regagner 2 points de vie, et si vous êtes dans une safe house, c'est-à-dire une zone bleue, vous regagnez soit 1 point de vie supplémentaire, soit 1 point de mental. Et vous pouvez bien sûr utiliser des skills sur d'autres personnages, c'est-à-dire il y a des skills de psychologie, etc. Vous pouvez entendre les histoires d'autres personnages, leur faire regagner un bonus, mais vous leur dites par contre voilà mes attributs et mes services coûtent une nourriture ou alors 1 point de munition ou alors une arme, ce que vous voulez. Donc ça vous permet de trader pas mal de choses durant le campement. La deuxième action qu'on va pouvoir faire, c'est un scout. Le scout, ça va permettre de voir l'ensemble en fait des tuiles sur votre carte terrain. À savoir que là, une carte terrain, c'est ça. Sur une carte terrain, on va avoir plusieurs embranchements qui symbolisent en fait les chemins où on va pouvoir aller. On va avoir ici le nombre de nourriture, enfin de cartes nourriture qu'on devra tirer si on arrive à sortir indemne des rencontres qu'on va faire durant cette huile. Et là, on va avoir l'événement, en fait, l'environnement pardon, de cette huile. Donc là, on est dans une forêt. Donc c'est très simple. Quand on fait un scout, on va tirer le nombre de tuiles équivalent aux sorties de la tuile initiale où on scout, donc là ici 3, on va en prendre 3, hop, on va les retourner et on va ensuite les placer sur notre petit chemin comme on veut, à savoir que les points doivent voilà, s'orienter et coïncider. Vous pouvez pas faire par exemple, vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous êtes obligé voilà, de faire coïncider les petits points. Donc on peut faire ça, voilà, et là ça nous permet de voir, voilà, on a vu à côté, enfin, on a pris un point culmineux dans une montagne, et on a vu que, voilà, ici au nord il y avait ça,
à l'est et à l'ouest, il y avait ces deux petits villages. Autre chose qu'on peut faire, hop, on peut move. Alors le move, c'est comme le scout, mais c'est différent. Quand on move, on prend une tuile, on la révèle et on la met où on veut. Uniquement une tuile. Le scout, c'était vraiment l'ensemble des points de sortie de votre tuile, et là, c'est uniquement une tuile qu'on prend pour la mettre où l'on veut. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on peut se déplacer vers la première zone. On n'est pas obligé de le faire. Si on voit que, par exemple, ici, cette zone, pour la terminer, on va avoir 3 rencontres à faire, on va se dire, bah non, finalement, c'est pas top, et ben je sais qu'ici, il y a là, mais je bouge pas. J'ai pu voir uniquement ce qu'il y avait, mais je ne bouge pas. Par contre, voilà, on va dire qu'on était arrivé ici, on avait découvert celle-ci, et on bouge sur cette tuile. Une fois qu'on a fait ça, on arrête son mouvement, bien sûr, et ensuite on résout les rencontres. Et je vais y venir juste après vous avoir parlé de la dernière action qui est le forage. Le forage vous permet en fait de prendre une carte comment je peux vous dire ça, une carte de supply, donc de nourriture, d'équipement, voilà, de ce que vous voulez, une carte ici qui est les ratios, voilà, j'ai trouvé mon mot, donc les ratios, une carte de ratio, et vous allez pouvoir retourner, hop, ce petit token en disant que là on peut plus forage. Vous prenez votre carte de ratio, vous regardez ensuite, par exemple ici, hop, on est sur un environnement urbain. On regarde ici, dans l'environnement urbain, on trouve une arme, on va piocher une arme, on la récupère dans la main, et on a fini son tour de forage. Vous pouvez faire un forage uniquement sur une zone qui a été finie. C'est-à-dire que là, s'il y a une rencontre et que vous êtes ici, et vous n'avez pas fini votre rencontre, vous ne pouvez pas forage en fait, parce que vous n'avez pas mis de petit token. Dès lors que vous finissez une rencontre, vous mettez, hop, un petit token ici de forage, et là, cette zone peut être exploiter, sinon vous ne pouvez pas. Donc là, ce sont voilà, les quatre choses que vous allez pouvoir faire. Donc vous allez pouvoir forage une zone qui peut l'être, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir camper, regagner des points de vie ou de la santé mentale si vous êtes dans une zone bleue, ou alors vous allez pouvoir scout, donc regarder ce qui se passe et tout à côté pour pouvoir vous frayer un chemin dans la joie et la bonne humeur, mais surtout pour éviter les risques. Il y a des zones où, comme celle-ci, vous allez en trouver 3 et ça va être très cornélien de la finir. Et des zones comme ça où vous allez avoir qu'une zone de rencontre et ça va être plus simple de finir une zone. Mais sans plus attendre, passons à la zone de rencontre et comment on évolue sur cette piste de score. Donc je vous l'ai dit, quand on arrive sur une zone hop, de rencontre, je vais vous remontrer ici, on va noter le nombre de rencontres. Le nombre de rencontres équivaut au nombre de petits symboles pour finir cette huile. C'est-à-dire ici on est dans l'obligation de faire 2 rencontres, c'est le petit symbole ici qui se trouve, les petits bonhommes qui se trouvent ici dans le rond, pour pouvoir finir cette tuile. À l'instar de celle-ci, on va avoir 3 rencontres, mais uniquement d'une carte par zone, c'est-à-dire qu'il va falloir 3 tours pour potentiellement la finir, et il va falloir tirer une carte rencontre à chaque fois, alors que là, il va falloir tirer, si je vous remonte la carte, hop, 2 cartes rencontres durant son tour. Donc on va rester ici, hop, et on va se mettre ici. Dès lors qu'on tire une carte rencontre, on va revoir les symboles. Donc là, on va tirer une carte rencontre de niveau 1. Pourquoi de niveau 1? Parce que vous commencez à chaque fois ici votre parcours de niveau 1. Donc là, vous allez pouvoir augmenter, etc. à chaque fois. Quand vous finissez une zone, que vous réussissez ou non une rencontre, si vous êtes indemne, hop, vous augmentez votre tracker de 1. Ici, par exemple, si on finit toute cette zone, eh ben, on va commencer à avancer de 3 cases. Donc on va finir la première zone, on va avancer de 1, la deuxième zone, on va avancer de 2, la deuxième zone, on va avancer de 3, et ensuite là, on va pouvoir prendre les bonus parce que toute la zone est terminée. Vous pouvez pas prendre les bonus tant que vous êtes sur l'un des points de la tuile. Vous pouvez pas prendre les bonus de nourriture que vous allez trouver ici. Il faut vraiment terminer cette tuile pour pouvoir prendre les bonus qui se trouvent au-dessus. Mais vous allez pouvoir avancer de tant de zones dès lors que vous allez réussir votre rencontre. Une fois que vous allez arriver à la rencontre 1, pour pouvoir passer au stade 2, il va falloir prendre des rencontres de niveau 2 qui se trouvent de l'autre côté. Vous pouvez très bien dire non, non, finalement je suis mal équipé, j'attends encore, je prends des rencontres de niveau 1.
Pour le coup, vous pouvez le faire, mais vous ne pourrez jamais avancer sur la piste de score si vous ne prenez pas des rencontres, des rencontres de niveau 2. À l'instar de ça, si vous prenez des rencontres de niveau D, vous êtes dans l'obligation de poursuivre avec des rencontres de niveau 2 et vous ne pouvez pas régresser, prendre des rencontres de niveau 1 pour rebrousser chemin. C'est impossible. Dès lors que vous finissez un niveau et que vous dites « je passe à l'autre », vous êtes dans l'obligation de continuer sur votre niveau. Donc les cartes de rencontre, hop, elles se situent comme ça. Donc on va avoir des personnages des ennemis. Donc là c'est le Netboy, on va avoir sa vitesse, on va avoir ici ses points de santé, on va avoir ici sa capacité de mêlée, on va avoir ici sa capacité de tir, donc il touche sur chaque dé qui est bleu où il fait 1. Et on va avoir les dés de lancer de tir. Et on va tout de suite voir comment se passe un combat à Posthuman. On va partir du postulat où je me suis déplacé, j'ai rencontré cette zone, je suis arrivé ici. On va dire que c'est une zone de niveau 1, sinon une zone avec une rencontre, pardon, sinon on s'en sortira jamais. Et c'est juste pour l'exemple en même temps. Donc là, je dois faire face à une rencontre. Je trouve un Netboy qui lui a une vitesse de 2. Et qui a 2 points de vie, 2 points en capacité de mêlée, et qui a 3 dés au tir, on va avoir plusieurs phases. La première phase, lors d'une rencontre, d'un combat, c'est la phase de tir. On va pouvoir en fait tirer sur son opposant avant qu'il riposte au corps à corps. Alors là, vous allez me dire, bah, c'est pas tellement intéressant parce que lui aussi va pouvoir tirer au corps à corps, va pouvoir tirer à distance, certes, mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment des grosses brutes au corps à corps, il faut vraiment les éliminer en avance. Et donc cette phase de tir est vraiment importante parce que si vous êtes un bon shooter comme par exemple ma danseuse, vous allez pouvoir venir à bout des ennemis les plus voraces et robustes sans qu'ils répondent derrière au corps à corps. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment intelligent dans le jeu, moi j'ai trouvé. Donc comment se passe une phase de tir? On regarde ici le nombre de dés, donc lui va tirer 3 dés, hop, et la phase de tir se fait simultanément. Donc il va tirer 3 dés. On rappelle qu'il touche sur 1, donc s'il fait 2, 3, ou alors ce symbole-là il touche pas, là il touchera pas, là il touchera pas, là il va toucher, et là il touchera pas. C'est uniquement des compétences qui sont dédiées à des personnes qui ont des caractéristiques de 5+. Et là c'est la question mark, et la question mark en fait, hop, lui donne une petite compétence ici, c'est-à-dire que c'est un net. Le net ne cause pas de dommages, mais par contre il vous réduit les dés que vous allez avoir au corps à corps. Donc on va partir là-dessus, on va se dire que lui, voilà, il a ses 3 dés pour tirer, il est prêt à faire feu. Et moi derrière, hop, j'ai mon pistolet. Que me dit mon pistolet? Mon pistolet me dit que je lance un dé, et je dois dépenser une boulette, donc une munition. Je dépense mon munition, j'ai mon dé, hop, je le mets là. Ensuite, je regarde la compétence de tir. La compétence de tir me dit que j'ai, hop, 3 dés. Donc je rajoute les 3 dés. Donc là, j'en ai que 2. Hop, on va prendre les 3 dés ici, voilà. On va les prendre là. Donc j'ai un total, si on a bien suivi, de 1 pour le pistolet et 2 3D, hop, pour ma compétence de tir. On va ensuite se référer à la carte. Si on fait une question mark, on va avoir un point de blessure. Si on en fait 2, etc., etc. Donc là, c'est répertorié par rapport à votre stat de pistolet. On va ensuite lancer ses dés. Donc alors lui, il va commencer, il va lancer les dés. Il fait 3 touches, parce qu'il touche sur 1, et j'ai fait 3-1. Et à côté, lui, il va lancer ses dés pareil. Hop, il fait 3 et 3, et une croix. Il ne touche pas du tout, donc moi je lui inflige 3. Il a 2 points de vie, il meurt directement. Donc les tirs se font simultanément, donc qui vous touchent ou que vous le touchez, donc tous les dégâts se font directement. On gagne cette carte nous rapporte 1 point d'XP. Les points d'XP vous permettent, par exemple, pour 3 points d'XP, de récupérer un skill et d'upgrader en fait votre personnage, ou alors vous attendez 6 points d'XP pour augmenter de plus 1 l'une de vos compétences, à savoir le mind, le speed, la force, la mêlée ou le shoot. À savoir que là, le shoot, je suis à 5, je peux pas augmenter plus de 5, donc c'est à 6. Une fois qu'on a fini cette zone, donc on est sorti, qu'on sorte indemne de cette zone, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, mais si on est toujours en vie, on avance le petit tracker ici de 1. Top, donc notre personnage est là.
Cette zone, on va dire, est finie. Donc on est parti du postulat où il y avait uniquement une icône, donc une rencontre. On nous dit de tirer ensuite une carte de ratio, et la carte ratio va nous référer directement à la zone urbaine. Donc là, c'est la forêt, ça ne nous concerne pas. Là, ce sont les champs, ça ne nous concerne pas. Là, c'est la cité, ça nous concerne. On va trouver une nourriture et 2 balles. Donc on va prendre les 2 balles et une nourriture. Donc voilà comment se passe le tir à Posthuman. Après le tir, il va y avoir la phase de mêlée. Je vais vous prendre un ennemi pour vous montrer comment se passe la phase de mêlée dans un instant. On va passer à la phase de combat au corps à corps. On part du postulat où par exemple ici le Netboy avait foiré sa phase de tir et que nous aussi on l'avait foiré. On va passer directement à la phase de corps à corps. La phase de corps à corps, c'est quoi? Alors chaque personne débute avec 3 dés rouges. Donc ça, c'est la base. Le système de corps à corps se joue en 3 rounds, donc on fait 3 rounds de combat au corps à corps, et si à l'issue des 3 rounds personne n'est mort, bah, l'ennemi s'enfuit, vous avez terminé quand même votre rencontre, mais vous avez pris quand même potentiellement des points de dégâts sur votre santé. Donc on se prend toujours 3 dés rouges de base, on regarde ensuite les stats, donc lui a 2 par exemple en combat de mêlée, et moi j'ai 2, donc rien ne se passe. Si par exemple moi j'avais 3, je récupère un dé rouge supplémentaire, je suis plus fort que lui en mêlée. Et inversement, si mon ennemi était vraiment plus fort que moi en mêlée, hop, il gagnerait un dé supplémentaire. On regarde ensuite les compagnons, donc un ennemi peut venir avec une bande à lui, si voilà, il a d'autres personnages avec lui, il aura un dé supplémentaire en attaque, et si vous avez des followers, donc ce sont des compagnons qui vous suivent, vous allez avoir un dé supplémentaire. Donc vous faites le ratio de quelle bande en fait est la plus grande. Donc je récapitule, hein. On a 3 dés de base, on regarde ses stats, celui qui a la plus grande stat en mêlée aura un dé supplémentaire, si c'est une égalité, bah il n'y a rien, on reste sur 3. On regarde ensuite le groupe, donc là ce sont des groupes de 1, donc il n'y a rien du tout. Si un groupe était supérieur à l'autre, il récupère quand même un dé, et on lance ensuite ses dés. Les dés possèdent plusieurs faces, donc on va avoir la phase de bouclier. La phase de bouclier, elle, va contrer un dégât. Le dégât est là, donc ça c'est un dégât, et ça c'est un dégât critique, donc c'est un dégât qui rajoute une blessure. Et ici on va avoir la marque qui ne correspond à rien, donc c'est un dé blank, et ici on va avoir une touche qui correspond uniquement si vous avez une mêlée de 5 ou plus, à savoir que le maximum dans le jeu c'est 5, donc si vous avez 5, cette phase de dé compte comme si c'était une touche comme celle-ci. Donc on va lancer les dés, donc par exemple, hop, on va lancer ces dés ici, donc moi je fais une question mark qui équivaut sur mon arme à une touche, je fais ça qui ne sert à rien, et je fais un bouclier. Lui va lancer ses dés, hop, il fait deux touches, à savoir une critique et une touche normale, et je suis confronté à ça. Donc dès lors le bouclier, moi je vais tout de suite intercepter le dégât critique, parce que le dégât critique fait une blessure supplémentaire, et là dans ce cas de figure, on va avoir une égalité. Donc chacun ensuite se réfère à sa carte pour voir combien il inflige de blessures. Si je prends ma carte de mêlée, donc c'est un couteau, j'inflige une blessure, je vais lui donner une blessure, il lui reste toujours une blessure parce qu'il a 2 points de vie, et lui il va se référer directement à sa carte, il va m'infliger une blessure de mutant. Donc on va prendre une carte de mutant, hop, et on va se la prendre dans la face. À savoir que vous devenez un mutant obligatoirement quand vous avez 5 cartes de mutation. Les mutations, c'est vraiment ce qui change votre organisme. Si vous avez une carte avec uniquement une cicatrice où il y a écrit No Mutation, alors les personnages ne savent pas que ce sont des cartes où il y a écrit No Mutation, parce que toutes les cartes que vous allez prendre en blessure sont face cachée. Par contre, vous allez les avoir. Une fois qu'on a fini par exemple ce round, voilà, chacun a pris ses blessures, on repart dans un autre round, on fait ça pendant 3 fois, et ensuite on voit s'il y a des personnes qui sont touchées ou non. Si on a ce cas de figure, par exemple, où, hop, on a ce lancer de dés, donc lui a lancé ses dés, il fait, hop, on va faire ça, ça va être plus simple. Lui a lancé ses dés, il fait 2 touches, moi j'ai lancé mes dés, je fais une touche, donc moi je n'inflige rien du tout parce que lui est supérieur d'un point de vue numérique au niveau des dommages. Alors il ne va pas, ça va être plus simple, il ne va pas m'infliger 2 touches, il va m'infliger uniquement la touche qui
qui lui édite sur sa carte de personnage. Pour bien comprendre l'effet, si on rechange un peu le système, si moi j'avais par exemple 2 touches et que mon adversaire avait fait ce résultat de dés, j'étais supérieur en fait à son résultat de dés parce que j'inflige plus de touches que lui. Par contre, je vais me référer directement à ma carte et je vais infliger une touche, uniquement une touche. On prend en compte uniquement les cartes de stats de ces armes et non pas le nombre de touches qu'on va infliger ici. Hein. Donc là, c'est vraiment pour voir si on arrive à taper l'adversaire dans le lancement de dés. Ce ne sont pas les dés qui vous disent d'infliger des touches. Donc là, on n'inflige pas 2 touches par rapport à mon couteau qui en inflige 1. Par contre, voilà, si on sort des dés critiques comme ça, donc là, on va se référer à la carte, on va infliger une touche parce que il y a un dégât de hache, et il y a une petite goutte de sang, c'est-à-dire c'est un dégât critique, on va infliger une touche supplémentaire. Mais c'est ce dé-là qui nous permet d'infliger des touches supplémentaires. En aucun cas, les dés basiques vont nous permettre d'infliger des dégâts supplémentaires. Donc voilà comment se passe la phase de combat. Donc on a, de prime abord, je vous l'ai pas dit, mais ça je voulais le faire vraiment à la fin, on a la phase d'évasion. Alors pour l'évasion, si on trouve vraiment que l'ennemi est trop fort, on regarde ses stats d'évasion, donc moi j'ai 5, je vais lancer un dé, voilà, 5 plus 3 est égal à 8, lui va faire pareil, il a 2, il va lancer son dé, hop, il fait 3, donc 3 et 2 ça fait 5, j'ai réussi à m'enfuir, donc on défausse cette carte, on récupère une nouvelle carte pour voir quel ennemi on rencontre cette fois-ci. Donc ça permet en fait d'anticiper un peu en se disant bah lui il est trop fort, je ne pourrai pas l'avoir de toute façon à distance parce qu'il a X points de vie, je préfère tenter ma chance en l'évasion et puis je retirerai une carte rencontre à côté, etc. Dès lors qu'on a fini, alors si on est encore en vie, donc si voilà on a encore du mental et de la santé, on réussit notre rencontre et on avance sur le tracker. Sinon, si on est mort, on tombe KO et on se retrouve directement hop, dans la zone bleutée. Alors plusieurs moyens de devenir KO. Alors vous pouvez être déprimé, donc quand votre santé mentale en fait arrive à 0, vous êtes déprimé, vous revenez directement sur le point de la starting tile, donc d'où vous commencez. Bien sûr l'acheminement que vous avez fait sur le plateau de course lui reste. Vous prenez directement 2 points de blessure, donc des cartes Scar, et vous regagnez vos compétences enfin. Vous gagnez une nourriture et vous gagnez 1 point de santé mentale. Quand vous êtes mal physiquement, bah c'est la même chose, vous revenez pareil à votre point de départ, vous gardez votre compétence, vous récupérez 2 cartes de cicatrices, vous gagnez 1 point de vie ainsi qu'1 point de nourriture, et vous remontez votre capacité de faim à son maximum. Et la dernière chose en fait où vous pouvez être KO, c'est quand vous êtes dans l'obligation de vous nourrir et que vous ne pouvez pas. Donc par exemple, au début de votre tour, vous êtes dans l'obligation de vous nourrir, mais vous ne pouvez pas, donc vous mourrez de faim. Et là, pareil, vous récupérez deux cartes de cicatrices, vous regagnez 1 point de vie, vous regagnez 1 point de nourriture et vous augmentez votre faim à son maximum. Donc voilà comment on joue à Posthuman. Je vous ai vraiment pas expliqué les cartes de mutation et de mutant parce que bah, ça serait vraiment trop long à vous expliquer dans une vidéo et puis ça n'a vraiment pas de sens parce que quand je vais faire une partie solo, il n'y aura pas vraiment de mutants. Gardez en tête que quand vous allez avoir 3 cartes ou plus de mutation, donc qui sont des cartes comme ça, sur votre personnage, vous pouvez tourner directement en mode mutant. En mode mutant, vous allez avoir un autre deck de cartes, vous allez piocher 3 cartes de cartes action mutant, et vous allez pouvoir tomber sur les autres, leur demander des compétences spéciales à faire, etc. Et vous allez avoir aussi des cartes ici, qui sont des cartes Just a Scare, donc c'est juste une cicatrice. Ce sont des cartes de mutation, mais qui ne comptent pas parmi les cartes de mutation comme celle-ci. Si vous avez 3 ou 4 cartes, vous pouvez de vous-même tourner en mutant. Si vous avez 5 cartes mutation comme ça sur votre personnage, vous êtes dans l'obligation de tourner en mutant. Par contre, dans ces cartes comme ça, vous allez aussi avoir des cartes
de cicatrices normales qui n'ont pas d'effet. Donc si vous en avez 5 ou plus, il n'y a pas de problème, c'est juste des cicatrices. Mais votre opposant, en fait, les adversaires sur la table ne savent pas que ce sont des cartes cicatrices. Donc vous pouvez bluffer en disant bah non, j'ai pas envie de me tourner, je sais pas, j'attends encore un peu, etc. Vous pouvez attendre le point le plus culminant où les personnes sont là, devenir un mutant et balayer tout le monde d'une traite. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir ce rapport où je suis perdu dans la course, je peux pas augmenter, je me fais défoncer pour devenir un mutant et puis je fous la merde partout dans le plateau, histoire d'enquiquiner les autres. Qui eux, ma foi, ont mis du temps à arriver ici, qui sont aux portes du pénitencier et qui finalement vont se faire latter juste parce que voilà, vous étiez le dernier, vous avez foutu le boxon d'Awa. Et puis vous en êtes content. Donc moi je trouve ça assez sympa, il n'y a pas ce rapport où je suis le dernier, je peux rien faire, c'est tout naze, je me fais chier durant le tour des autres parce que eux ils sont très loin. Non, non, non. Vous pouvez très bien rencontrer et faire des rencontres et récupérer des cartes de mutation, sachant que vous allez en avoir tout le temps quand vous allez rencontrer des personnes hyper fortes, etc. Et dès lors, vous vous transformez, et là, YOLO, vous foutez un peu le boxon sur la table. Le mode solo, en fait, est très bien pensé, parce que vous allez avoir une dizaine de tours pour arriver à la forteresse, donc il va falloir rusher un peu rapidement, et essayer de débusquer les monstres et les rencontres qui pourraient vous être néfastes, tout en allant assez vite. Donc voilà ce qui était Post-Human, donc je vous remonte la boîte, c'est sorti en 2015-2016, c'est du Kickstarter, c'est édité chez Mighty Box, c'est designé par Gordon Kalegia, c'est pour 1 à 6 joueurs. Alors la boîte de base c'est de 1 à 4 joueurs, vous avez l'extension Défiance qui est sortie qui vous rajoute ça jusqu'à 6 joueurs. Déjà 4 joueurs, croyez-moi, avec 30 minutes par joueur, c'est déjà énorme. Ça commence déjà à faire des longues parties. Moi 5-6 joueurs je défends. Franchement ou alors si vous voulez faire un week-end marathon, allez-y, mais ça devient trop long. 4 joueurs déjà c'est bien long. 3 joueurs je pense que c'est quand même le top. 4 c'est un peu long, 3 c'est très bien. 2 on va dire, il n'y a pas tellement de surprises parce qu'on sait que voilà, il y a un mutant qui va foutre la merde à côté, etc. Mais 3 c'est bien, 3 c'est très bien, 4 on va dire ça passe, 5, 6 oubliez c'est trop long, franchement c'est trop long pour un jeu, si vous voulez vous poser 1h30, 2 heures, 5, 6 ça sert à rien, c'est vachement trop long. Donc voilà, vous trouvez ça normalement dans toutes les bonnes boutiques qui font de l'import-export je pense, chez le Meeple en tout cas, Oranger, chez d'autres sites je l'ai vu un peu partout. Vous pouvez l'avoir sans problème, ça vaut une soixantaine d'euros, 70 à peu près. Voilà, c'est un jeu qui a le mérite de sortir des sentiers battus, de vous raconter une bonne histoire en vous disant vous passez par là, vous rencontrez ça, qu'est-ce que vous faites? Il y a quelqu'un qui se suicide, vous voulez l'aider, ah vous l'avez vu se suicider, donc finalement vous perdez un point de santé mentale parce que vous êtes choqué, etc. Et c'est vraiment ce qui se passe, je vous raconte pas des conneries, moi j'ai eu des personnes qui sautaient du haut d'un pont, je les ai pas aidés, et puis voilà, je suis devenu dépressif, il y a eu la pluie battante, il y a eu l'hiver, et puis je suis mort de froid. Donc voilà, ça va hyper vite, on se raconte une bonne histoire, et puis moi c'est le genre de jeu que j'aime, me raconter des bonnes histoires. Dès que je joue à un jeu, c'est vraiment le top. Je ferai une partie solo, c'est sûr et certain, pour vous montrer plus en détail comment ça marche, je vous réexpliquer un tout petit peu les caractéristiques et les fonctionnements de Post-Human quand on joue. Et puis d'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a été intéressant de trouver un nouveau jeu qui sort des sentiers battus. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, de mettre des pouces, de commenter, je répondrai au maximum de questions si vous avez d'autres questions qui vous arrivent dans votre petit cerveau. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, ciao ciao.